bienvenue dans l'émission d'actualité de Paris Basketball On Air. Nous allons revenir aujourd'hui sur la large victoire parisienne du week-end dernier contre Lille pour le premier match de championnat. Et en deuxième partie d'émission, on va parler du poste d'ailier fort dans l'équipe car ça a encore pas mal bougé depuis la dernière émission, avec notamment une arrivée et encore une blessure. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous sommes 3 pour cette émission. À ma droite, le grand habitué. Salut Antoine. Salut Flav, salut Lilian, comment ça va ? Ça va très très bien. Et donc comme Antoine vient de le dire, l'autre avec nous, c'est Lilian, aussi grand habitué. Salut. Salut Flavien, salut Antoine, merci du spoil. Salut. Antoine. J'aime bien quand mon arrivée est parfois surprise, donc... On va bientôt réutiliser Netflix H24, donc je commence à spoiler. Bon, avant de démarrer, vous l'avez sûrement vu, nous avons lancé notre site d'actualité que vous pouvez désormais retrouver à l'adresse parisbasketball.onair.fr. Allez y faire un tour. Abonnez-vous aussi à nos réseaux sociaux, Twitter, @ParisB-8OnAir et sur Facebook, Paris Basketball On Air. En bref, Paris a pu lancer sa saison, mais ira-t-elle plus loin ? On en parle tout de suite. Paris Basketball On Air, saison 2, épisode 4, let's go. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Et on commence cette émission avec le dernier match du Paris Basketball. Les hommes de Jean-Christophe Prat, qui n'avaient plus joué depuis le 2 octobre et un succès contre Rouen en Leaders Cup, retrouvaient la Pro B ce samedi. Une victoire éclatante, 80-57 contre des Lillois diminués et peu en forme sur ce début de saison, dans une rencontre où Paris a fait la course en tête du début à la fin. Alors on va débriefer tout d'abord la performance collective. Et moi le premier point, messieurs, que j'ai relevé et dont je voulais parler avec vous, c'est la très bonne première mi-temps, le très bon début de match des Parisiens, concentrés dès le départ. Lilian, pour commencer. Ça s'est joué tout d'abord sur l'intensité défensive, comme le demande à chaque fois coach Prat, et là on l'a vu dès le début, les Parisiens avaient les mains actives, il y avait chaque joueur qui pouvait, j'avais l'impression limite que un ballon sur deux des Lillois était dévié ou touché. Donc il y avait aussi un très bon passage dans les écrans. Donc franchement, Paris est très bien rentré dans son match défensivement et ça a donné le ton en attaque. On a très bien senti la différence entre des Lillois un peu apathiques, en manque de confiance. Ça s'est vu dans leur jeu par rapport à des Parisiens décomplexés. Déjà par leur qualification en Leaders Cup, on sentait une équipe pleine de confiance. Il y avait beaucoup de mouvements en attaque et ça ressenti dès le début de match où Paris a pu prendre les devants très rapidement. Ouais, Paris qui a encaissé que seulement 15 points dans le premier quart-temps quand on avait marqué 25. Antoine, est-ce que tu es d'accord un peu avec Lilian sur cette analyse-là du début de match ? Je suis entièrement d'accord, la défense a vraiment muselé cette attaque lilloise assez timide et très... En manque de professionnels, ils étaient très peu... ils avaient beaucoup d'absents. Et offensivement, oui, un collectif qui se trouvait bien, qui jouait rapidement et qui posait beaucoup de problèmes. À l'intérieur, il y a eu aussi beaucoup de pick and pop, de pick and roll. Ça a beaucoup tourné dans la raquette. Ça a fait beaucoup de mal à la raquette lilloise. Donc, une vraie belle victoire collective. Ouais, moi Lilian, c'était quelque chose à dire. Il y avait une vraie différence. On sentait une vraie différence entre Paris et Lille. On sentait Lillois assez lisible dans leur jeu, ça jouait beaucoup à l'intérieur mais ça faisait des mouvements au poste, ça ressortait pas forcément à la balle comparé à Paris qui avait beaucoup d'alternance intérieur-extérieur et aussi j'ai trouvé, on en reparlera peut-être après, mais beaucoup de mouvements sans ballon, que ce soit des arrières ou même des intérieurs qui faisaient des allers-retours incessants pour par exemple mettre des écrans ou mettre aussi des écrans pour les joueurs qui n'avaient pas forcément le ballon. Donc c'était assez visible entre les deux équipes cette différence d'intensité et aussi d'intention offensivement. Et puis c'est peut-être aussi la réussite à 3 points des Parisiens qui a vachement ouvert à l'intérieur les possibilités, notamment pour Ismaël, notamment pour d'autres joueurs. Moi, le second point clé que j'ai noté dans ce match, c'est l'énorme domination au rebond des Parisiens, voire même physique, qu'ont eu donc, les hommes de Jean-Christophe Prat sur la rencontre. 40 rebonds à 32, dont 14 rebonds offensifs. C'est seulement le deuxième match de la saison lors duquel Paris capte plus de rebonds que son adversaire. Est-ce que vous aussi, vous l'avez vu comme un point clé contre Lille ? Donc, clairement, et je suis pas forcément d'accord sur le point que Paris a une énorme réussite à 3 points, mais ils ont surtout eu beaucoup plus de tirs en fait que Lille, et ça a été permis notamment par les rebonds. Quand tu prends 15 rebonds offensifs dans un match, forcément tu as des tirs en plus, et ça s'est vu. Paris a tiré 69 fois contre 54 pour Lille, donc ça s'est joué surtout là. Et ce qui a été intéressant, c'est que c'est pas forcément que les intérieurs qui ont apporté rebond. Il y a eu des rebonds notamment de Juan, qui on voit qu'il apporte de plus en plus dans ce secteur. On a eu aussi un bel impact des Edine sur ce match. Et même un Nobel Bungu Kolo qu'on n'attend pas forcément sur ce secteur-là, qu'on a pu s'attendre dans le scoring plutôt que dans l'intensité. Face à Lille, il a justement été très bon
dans cet apport énergique qu'il apporte à l'équipe. Ouais, moi, quand je te disais réussite à 3 points, c'est surtout en début de match avec Nobel qui en met 3, je crois, quasiment 3 de suite en début de rencontre. Antoine, est-ce que toi aussi, tu as vu cette domination au rebond comme un point clé? Oui, clairement, on le voit au stade notamment de Ismaël Kamagaté qui bat son record avec 15 rebonds et cette domination qu'il a eue sur le capitaine lillois, Takoen, qui a vraiment passé une sale soirée puisque à chaque fois Kamagaté lui passait dans le dos, il avait du mal à le contenir et ça s'est ressenti puisque derrière, quand Kamagaté ne prend pas le rebond, comme l'a dit Lilian, ils sont beaucoup, même Gauthier Denis qui est pas du tout un intérieur, qui en prend 5 et qui réécarte pour faire tourner. Ça a été vraiment une sale soirée pour la raquette lilloise et puis une très bonne soirée justement pour le spacing parisien. Et surtout que Lille, c'était des sacrés clients en face quand on parle de Takoen, Yeux Courtois, même Marshall Moses et même Jean-Victor Traoré. Oui. C'est quand même des sacrés clients à l'intérieur et Paris a gagné cette bataille du rebond. Je te disais, Jean-Victor Traoré, 3e meilleur rebondeur l'année dernière du championnat. Hein, donc quand même un gros client. Et ça va sûrement avec, car le 3e point que je notais, ça concernait la défense parisienne, étouffante tout au long du match. J'ai noté que l'équipe a fait 13 interceptions, c'est son plus gros total depuis le début de l'année. 21 pertes de balles forcées, seulement 9 fautes commises. Ça, c'est très très peu, c'est quasiment 2 fois moins que le pire, que la plus petite marque depuis le début de saison des Parisiens. Un vilain 2 sur 19 à 3 points du côté de Lille. Ça fait un peu beaucoup pour au niveau des stats côté parisien. Est-ce que vous aussi, du coup, c'est peut-être le premier match, en tout cas, côté parisien cette saison, où on les voit vraiment concentrés en défense du début à la fin? Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Lille, sur un peu la lisibilité de leur jeu. C'est-à-dire que c'était assez prévisible ce qu'ils pouvaient voir. Ils s'envoyaient le ballon à l'intérieur. Et quand tu fais face à un joueur comme Ismaël Kamagaté, si tu le joues sur la puissance et pas forcément sur les moves que tu peux avoir ou sur le footwork, il va te battre, il va te contrer dès que tu vas monter. Donc à ce niveau-là, Paris a très bien géré et en fait, ils se sont juste adaptés à merveille au système lillois. Et il y avait aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, pas mal d'activités qui ne se voyaient pas forcément sur le ballon, mais tous ces petits gestes de la main, tous ces bras devant les tirs lillois, ça gêne forcément. Et c'est tous ces petits détails-là sur lesquels Jean-Christophe Prat appuie souvent en conférence de presse et qui lui manquent à la fin des matchs pour que Paris puisse faire une prestation défensive accomplie de la première minute à la 48e. À la 40e, pardon, je me crois en NBA là. 57 points encaissés, Antoine. Je crois qu'on est dans les plus petites marques que Paris a encaissées depuis un long moment d'ailleurs. C'est surtout c'est une très belle prestation défensive et on ajoute à ça une équipe, comme l'a dit Lilian, une équipe lilloise très timide offensivement et surtout qui se frustrait de plus en plus au fur et à mesure du temps. Bon après, même si on en parlera après, l'attaque parisienne s'est un petit peu calmée, l'attaque lilloise n'a jamais réussi à trouver vraiment la bonne solution pour transpercer cette défense parisienne et on le sentait de plus en plus dans le sens où à chaque remontée de balle... je crois qu'il n'y a qu'une petite séquence où Moses va jouer un petit peu à l'intérieur et on va voir un vrai travail collectif lillois. Sinon, ça fait tourner, il y a une défense et ça tire avec le vis-à-vis sur lui. Il y a vraiment eu une attaque lilloise très, très, très poussive et même, on avait dit, prévisible, comme a dit Lilian. Et si on doit un peu modérer nos éloges sur la défense de Paris, Lille a quand même eu des occasions pour revenir, notamment en début de seconde période. Ils ont pas mal de tirs ouverts à 3 points qui ne mettent pas forcément dedans, des réussites inhabituelles pour Kazadi, pour Ruclin, pour même, je pensais à Loubaki qui est un gros tireur à 3 points normalement. Donc, et c'est à ce moment-là où Paris était un peu plus dans le dur offensivement. Donc Paris a fait le dos rond, a profité de la non-réussite adverse et ça a permis aux Parisiens de s'imposer au final. Lilian, tu citais Marshall Moses, c'est vrai que c'était en première mi-temps, on a vu beaucoup de situations où il pouvait finir. On sentait les Parisiens assez impuissants face à la domination physique qu'il a à l'intérieur. Et très rapidement, il sortait. Le coach de Lillois, Jean-Marc Duprat, qui faisait le choix de le sortir du terrain. C'était un peu surprenant. On va enchaîner, messieurs, sur les performances individuelles, car on est très élogieux. Et donc, il y a pas mal de Parisiens qui ont performé sur la première en championnat. Lilian, on va commencer par toi. Quelle prestation tu retiens de ce match ? Je retiens celle de Milan Barbic parce que, peut-être avant de parler de concrètement son match face à Lille, vous l'aviez vu à l'Amiral League. Moi, j'étais pas présent, j'avais pas pu le voir. Vous m'en aviez dit beaucoup de bien, qu'il avait progressé dans de nombreux aspects du jeu. Alors moi, j'avais vu un petit peu le match contre Rouen en Leaders Cup, mais j'attendais de le voir en étant présent à la Halle Carpentier. Et vraiment, ce qui
qui m'a impressionné, c'est la nouvelle assurance qui semble dégager maintenant qu'il est vraiment installé sur le poste 1, que ce sera le meneur de jeu de cette équipe qui va jouer la plupart des minutes à ce poste. Et on sent qu'il a une vraie confiance en ses capacités, qu'il n'a plus aucune hésitation quand il prend un tir. On l'a vu, même si sa réussite à 3 points n'est pas forcément bonne, au moins il prend les tirs et il n'hésite plus à les prendre. Et on parle souvent, des fois on dit souvent que le plus important c'est de prendre les tirs et pas forcément de les mettre, parce qu'au moins ça oblige les défenses à se concentrer sur toi. Et donc c'est ce qu'on a vu. Après, pour parler un peu plus sur le jeu en lui-même, au niveau de la création dans son rôle de meneur, je l'ai trouvé plutôt bon dans l'alternance entre prendre les tirs qu'il devait prendre et en même temps faire jouer son équipe, que ce soit sur pick and roll. On a vu qu'il a une bonne relation avec Ismaël Gamagaté, que ça taille aussi, parce que c'est quand même un meneur assez grand pour son assez grand, et on voit que ça lui permet de bien lire les défenses aussi. Et pour se terminer sur cet aspect création du jeu, je vais peut-être un peu laisser la parole à Antoine, mais la petite différence qu'on voit par rapport à Sylvain Francisco, c'est que Sylvain, on sait, meneur très explosif qui va beaucoup vers le cercle. Milan peut y aller, mais il a aussi cette capacité justement à lever avec sa taille, à lever la tête et à pouvoir servir les joueurs à 3 points. C'est pour ça qu'aussi Paris a autant tiré à 3 points, c'est que Milan ressortait sur les joueurs ouverts. Et donc il m'a beaucoup impressionné. Après, sa défense, on la connaît, il a éteint Louis Ruclin sur ce match. Mais sur ce point-là, il m'a pas forcément impressionné. Antoine, est-ce que tu aurais quelques mots à dire sur Milan Barbic ? Non, Lilian a tout dit, une assurance qui progresse de match en match, comme on l'a vu depuis l'Amiral League. Un défenseur vraiment intéressant, et que j'aime beaucoup la comparaison avec Francisco, enfin la différence avec Sylvain Francisco, dans le sens où c'est un jeu plus posé, il temporise beaucoup plus, et il lève la tête, comme tu l'as dit, là où Francisco allait chercher une faute. Barbic va regarder quel coéquipier est ouvert. Et s'il y a un dernier point où il a progressé aussi, je trouve, c'est dans son dribble. Il est beaucoup plus il a jamais eu peur d'aller au contact, mais avant, souvent, quand il commençait à faire son drive, dès que le défenseur lui rentrait un peu dedans, il pouvait arrêter son dribble ou se sentir un petit peu perdu sur l'action. Et là, maintenant, on le sent vraiment. Enfin, je le sens très à l'aise, balle en main, et ça se ressent sur toutes ses actions. Non, mais je crois que c'est lui qui ouvre le score pour les Parisiens dès le départ. C'est lui qui prend le premier tir. C'est un mi-distance en side-step. Non, le premier, il va au cercle, justement. Il va au cercle. Mais dans le début de match, il met 4 ou 6 points. Il met 6 points de suite à un moment sur que des pull-ups à mi-distance. Et justement, ça, c'est très intéressant. On sent qu'il développe une vraie capacité à cet endroit-là du terrain de mettre des tirs d'un peu quand il veut, que ce soit ligne de fond, que ce soit à 45, et ça c'est vraiment intéressant pour la suite, s'il peut développer une arme qui soit entre guillemets inarrêtable, on va dire entre guillemets. Antoine, toi tu aurais choisi quelle performance individuelle sur cette rencontre ? Un jeune Bégarin qui nous impressionne de match en match aussi depuis le début de cette saison. Encore une fois, un joueur complet. Je l'ai senti beaucoup plus à l'aise dans sa sélection de tir. Bon, il est à 2 sur 6 à 3 points, mais comme l'a dit Lilian, au moins il faut tenter les tirs pour adapter la défense adverse. Donc il a 16 points, c'est son record en Pro B. Il provoque énormément de fautes, notamment en fin de match. Bon, après, c'est son style. Hein. Quand il joue en jeu de transition, il est quasiment imprenable, et donc les défenseurs adverses sont obligés de faire faute. Il se bat au rebond, c'est quelque chose de très intéressant chez lui. Il se bat beaucoup au rebond, notamment offensif. Il est vraiment très très chiant pour un défenseur, notamment pour les Lillois qui ont vraiment eu beaucoup de mal face à lui. Un bon intercepteur, il est très très présent en défense. J'ai noté chez lui un jeu très très léché avec Ismaël Kamagaté. Les deux se sont beaucoup trouvés sur le match. Il y a eu beaucoup d'écrans posés par Kamagaté qui ont fini par un petit shoot sorti d'écran qui rentrait un petit mi-distance, ou alors un lay-oop pour Kamagaté pour un peu enflammer cette salle et pour nourrir Kamagaté en scoring. Après, 3 ballons perdus, c'est pas tellement méchant quand on voit son jeu. Là, il y a des fois, il en fait beaucoup plus, on l'a vu en début de saison. Et je sais pas ce que t'en penses, Antoine, mais je trouve que le retour de Barbic, justement, lui a permis d'avoir un jeu un peu plus propre que, par exemple, il y avait le match de Coupe de France contre Saint-Quentin où il a eu beaucoup de responsabilités balle en main. On a senti, forcément, il y a eu pas mal de déchets. Et là, on l'a senti. Je trouve que c'est sa prestation limite la plus aboutie, parce que il était dans un rôle un peu moins prégnant au niveau de porter la balle, et du coup, ça lui allait un peu mieux. Ça lui va beaucoup mieux, parce que c'est clairement pas un meneur de métier, c'est un arrière-ailier. Et, ça s'est senti sur ce match d'avoir un vrai meneur à côté de lui pour créer, pour prendre ce rôle de meneur qu'il avait contre Saint-Quentin. On a vu que ça marchait pas du tout. Il y a eu des moments, même contre Rouen, où ça se crie dessus, quoi, et ça se comprend pas dans les systèmes.
Là, il a ses systèmes à lui, il a ses tirs ouverts, et il les rentre ou il les rentre pas. Après, il obtient ses fautes. Après, c'est le travail Et aussi on s'est à l'entraînement. Tu parles du match de Saint-Quentin, c'est il y a plus d'un mois. Oui. Et maintenant, les joueurs ont quand même bossé à l'entraînement, se connaissent un peu mieux. Les automatismes sont là, oui, clairement. Et voilà, c'est quelque chose qui s'est senti samedi. Moi, j'ai choisi un autre joueur. On va pas parler de Noël Bonkolo, qui pourtant était l'homme du match avec un énorme 27 d'évaluation. Moi, j'ai parlé d'un joueur qui n'a pas joué. C'est Evans Ganapamo. Alors, j'en parlais il y a un mois, comme le joueur sur lequel j'aurais un œil cette saison. Et force est de constater que son début de saison est très compliqué. Contre Lille, Evans, il n'a pas joué la moindre minute, tout comme contre Évreux fin septembre. Et les quelques fois où il a eu du temps de jeu, moi, je ne l'ai pas vraiment trouvé dans son assiette. Et même par exemple dans un match comme samedi où Paris avait beaucoup d'absents comme Kevin Franceschi, Loïs Gendret, Amarassi très rapidement, évidemment Valentin Chéry, en plus d'avoir une avance très large, le coach l'a laissé sur le banc et a préféré avoir une rotation avec seulement 7 joueurs parce qu'il n'est pas satisfait de son attitude sur le terrain. Ça pose de gros soucis de rotation à mon sens, que l'entraîneur ne puisse pas utiliser un joueur parce qu'il considère qu'il ne mérite pas d'être sur le parquet. Et surtout, dans une saison comme on l'a vu aujourd'hui, Evans, Antoine, je crois qu'il est dans sa dernière année de contrat, si je ne me trompe pas. Et donc, il aurait tout intérêt à se montrer. Et on voit bien que pour le moment, ça ne prend pas. Est-ce que vous avez un mot à dire sur cette situation pour Evans Ganapamo ? C'est frustrant pour le joueur et pour le collectif. Tu l'as dit, d'avoir un joueur frais et dispo, qui normalement est sujet à blessure, qui donc pour le coup est prêt physiquement, du moins qui ne rentre pas quand c'est la crise en termes de rotation. On a joué à 7 et le coach l'a dit. Il préfère jouer à 7 plutôt que faire jouer Evans parce qu'il ne s'implique pas assez défensivement, notamment à l'entraînement. Donc c'est vraiment un problème profond. Et oui, il est en dernière année de contrat, il a signé 3 ans, il en a passé 2 à l'infirmerie quasiment. Il a été opéré 3 fois en 2 ans. C'est vraiment frustrant parce qu'on peut ressentir en lui des qualités offensives, clairement, mais il y a un problème de fond qui est entre lui et le coach, et tant qu'il ne sera pas réglé, on va voir Evans sur le banc de touche. Messieurs, on va enchaîner sur la deuxième partie d'émission, sur le débat du jour, avec un focus sur le poste d'ailier fort dans l'effectif, poste qui a connu déjà beaucoup de changements depuis un bon mois et qui pose de grosses questions maintenant sur les rotations dans l'équipe. On va faire un peu dans l'ordre chronologique. Alors Valentin Chéry, certes, poste 5, il s'est blessé il y a plus d'un mois contre Saint-Quentin, pour plusieurs mois. C'était à l'épaule. Pour le remplacer numériquement, Paris avait choisi de signer Karim Ezzedine en tant que pigiste médical jusqu'à début décembre et pourrait être reconduit en fonction d'évolution de l'état physique de Valentin dans les prochaines semaines. Samedi, Amarassi se fait la même blessure que Valentin, moins grave a priori selon le coach, mais ça va l'éloigner quand même des terrains un bon moment. Aujourd'hui, Paris a seulement 3 joueurs pour composer la rotation de sa raquette, que sont Dustin Sleva, Karim Ezzedine et Ismaël Kamagaté. Alors avant de parler un petit peu tactique, je me tourne vers toi Antoine. Tu vas nous détailler un petit peu le profil de Karim Ezzedine, qui vient donc d'arriver à Paris fraîchement avec son numéro 25. 23 ans, il est l'ailier fort international libanais. Il a un parcours assez spécial. Il est parti aux États-Unis très jeune, en rêve de NBA. Il a fait un junior college en Floride, puis ensuite il a fait une année NCAA dans l'université du Nouveau-Mexique, où il tournait à 4 points, 3 rebonds, des stats honorables, on va dire, à un petit temps de jeu, avant de partir dans son pays, donc son pays dont est originaire sa maman, il me semble, donc à Chanville, au Liban, et puis en plus de jouer pour la sélection libanaise. C'est un poste 4, donc de 2m05, qui est très très agressif. On l'a vu notamment sur le match, puis on l'a vu notamment si on regarde beaucoup de vidéos de lui avec la sélection libanaise et dans le championnat local, qui se bat énormément au rebond offensif notamment, et il a des capacités assez intéressantes puisqu'il peut remonter la balle. Il a ce talent-là de remonter la balle pour un intérieur. Il peut même jouer 3, ça ne poserait aucun problème de jouer 3, 4, 5, même si son poste prédéfini c'est le 4. Il est assez adroit à 3 points, c'est un assez bon shooter, il a une belle mécanique, on l'avait remarqué notamment avec Lilian lors de l'échauffement avant le match contre Lille. C'est une belle option, il s'entraînait avec le club depuis un petit moment, et après ça a été en arrêt puisque la saison du Paris Basketball a été arrêtée en raison des cas de Covid. Donc c'est une très belle option, un petit peu polyvalente pour le club, et qui permet notamment de décaler Dustin Sleva au poste 5. C'est ce qu'espère Jean-Christophe Prat. Alors tu le disais, on a 2 blessés sur les postes intérieurs, seulement 3 joueurs pour compenser. Comment selon vous le coach peut-il envisager son équipe et désormais, et notamment surtout sur le poste 4 et 5 ?
on se dirigeait déjà vers, avec la blessure de Valentin Chéry, vers un jeu assez small ball. Et là, avec Ezzedine, ça va clairement pencher là-dessus parce que, on l'a dit, c'est un poste 4, mais par exemple, par rapport à Amarassi, on va dire Amarassi, c'est un 4-5. Autant Ezzedine, c'est plutôt un 4-3. Il tend beaucoup plus sur le poste d'ailier. Comme Antoine l'a décrit par rapport à son jeu, il est plus dans le shoot, il est même plus dans tous ses moves sont plus sur l'extérieur. Il peut partir de la ligne à 3 points pour driver et finir au cercle. Donc c'est un profil assez différent. Mais en même temps, je pense Antoine, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Je pense qu'il peut remplir les cases que du coup on va avoir en absence qu'on ne va plus avoir avec Amara. Pour la défense, il est aussi mobile, voire beaucoup plus mobile qu'Amara. Beaucoup plus mobile. Donc ça va permettre d'avoir un intérieur qui peut suivre les extérieurs sur des switches, qui va pouvoir les suivre, je veux dire, de la ligne à 3 points jusqu'au cercle. Donc c'est intéressant. Et après, Amara était cette année, il faisait un gros début de saison. Notamment, il prenait beaucoup de tirs qu'il mettait dedans, notamment à 3 points. Et Ezzedine, comme tu l'as dit Antoine, il sait aussi se créer ses tirs. Donc ce sera plus à l'extérieur, ce sera pas comme Amara au poste ou ce genre de choses. Mais je pense qu'il peut remplir les cases qu'Amara faisait, mais ce sera dans un style assez différent. Antoine, comment t'envisagerais la rotation sur les postes 4 et 5 à Paris ? Tu veux que je t'annonce ce que je ferai à la place du coach ? Ouais, pourquoi pas. Il avait évoqué une fois en conf de presse, j'aimerais bien voir Nobel en 4, justement, pour garder Sleva en backup poste 5 d'Ismaël Kamagaté et Karim Ezzedine en backup justement de Nobel. Ça permettrait encore de jouer small ball, comme l'a dit Lilian. Parce que le coach a clairement une idée. Cette année, ça va être Milan, Bégarin et Kamagaté. Ces postes-là sont clos. Nobel, vu ses prestations, on a du mal à l'imaginer sur le banc. Clairement. Donc voilà, c'est clairement le meilleur scoreur, peut-être même le meilleur joueur de cette équipe en termes de talent pur. Donc Karim Ezzedine pourrait apporter cette intensité, cette bataille au rebond et cette capacité à stretch. On aurait un poste 4 et un poste 5 qui stretch, ça pourrait vraiment être un enfer pour beaucoup d'équipes en Pro B. Donc je les mettrais Sleva et Karim Ezzedine sur le banc. Ouais, tu le disais l'année dernière, coach Pratt qui imaginait des rotations avec Nobel Bunkolo et Dustin Sleva à l'intérieur. Lilian, toi, ça te parle un peu ce genre de... Ouais, ça me parle, mais je pense que la question, c'est pas vraiment qui on met réellement au poste 4, c'est comme tu l'as dit, qui on met sur les postes 3-4 en fait. C'est quelle association on va avoir. Et l'association Nobel Ezzedine me plaît parce que par exemple, tu as un Nobel qui sera vraiment dans le scoring et tu as un Karim Ezzedine qui sera, on va peut-être en parler un peu de son match contre Lille, qui a vraiment fait, je trouve, le match idéal pour un joueur qui débute avec son nouveau club, c'est-à-dire discret, au service du collectif, mais en même temps très énergique. À un moment, il va chercher un gros rebond. De temps en temps, il a pris les tirs qui. Mais il a pris un seul tir. Il a pris qu'un seul il tir. a pris un seul tir. Non, il en a pris 2, je crois. Non, un seul. Un seul. Autant pour moi. Mais c'est un tir, c'était en fin de possession, il était obligé de le prendre. Donc voilà, il a absolument pas vampirisé le jeu pour lui. Et c'est très intéressant parce qu'il aura de toute manière ce rôle de remplaçant qui doit amener de l'énergie et qui doit booster la seconde unité. Ouais, face à Lille, notamment face à Jean-Victor Traoré et Thomas Courtois, qui sont globalement 2 des 3 meilleurs joueurs de cette équipe. Ils ont vraiment quasiment pas existé lorsqu'ils défendaient sur eux. Même quand ils allaient créer du jeu à l'extérieur, c'était vraiment compliqué pour eux. Et il a vraiment fait une bonne prestation. On va passer sur les questions qui fâchent un petit peu. Paris qui a réussi sa première en championnat, je vous le disais, mais qui devait enchaîner mardi soir en Leaders Cup à Évreux. Un match qui a déjà été reporté 2 fois et qui l'a encore été après des nouveaux cas de Covid-19 à la LM. Alors à l'heure où nous enregistrons, à peu près 2 heures avant les annonces du président de la République, la saison n'est pas encore interrompue, même si c'est la tendance et ça va largement vers cela. La LNB qui ne s'est pas prononcée hier soir, mais dans le cas où le président de la République instaurerait un confinement ou un couvre-feu, il serait très probablement impossible de jouer avec du public pour les clubs de basket. Et donc c'est une condition que la Ligue rendait obligatoire pour jouer ces compétitions en juin dernier. On voit assez mal comment la Jeep Elite et la Pro B pourraient jouer. Donc techniquement, le Paris Basketball pourrait être encore à l'arrêt après seulement un petit match sur le mois d'octobre qui était pourtant annoncé comme avec un calendrier assez relevé. Est-ce que vous avez un petit mot là-dessus ou on termine cette émission ?
C'est déprimant. Je te disais en antenne, quand est-ce qu'on pourra faire une émission avec une série de victoires ou de défaites, mais enfin Une série de matchs. du basket fluide, quoi, un calendrier qui soit fluide. Et là, c'est inquiétant pour le basket français en général. Donc Paris subit les dommages collatéraux de toute cette situation compliquée, on va dire. Ouais, bon, on va suivre évidemment toute cette actualité que vous pourrez retrouver sur notre nouveau site parisbasketball.onair.fr. Apparemment, il est très très bien. Bah, merci Lilian, c'est vraiment un plaisir de pouvoir le mettre, de vous faire partager l'actualité du Paris Basketball. C'est ici que va s'achever cet épisode. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur nos réseaux sociaux @parisb-8onair sur Twitter et Paris Basketball on Air sur Facebook. Vous pouvez désormais retrouver le podcast sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et SoundCloud. Likez, notez et partagez ce podcast. On espère vous retrouver au plus vite. Merci les gars et à la prochaine. Salut. Bye bye.